Salut le monde, vous êtes le grand bienvenu dans Voice of Congo. Et oui, nous sommes bel et bien ici à l'Institut français de Kinshasa à l'occasion de ces grands forums. Congo Music Expo, première édition. On a eu la chance et le privilège d'avoir des figures emblématiques de l'industrie musicale en Afrique, notamment monsieur André Marc Nyong qui est avec nous ici à l'Institut à l'occasion de Congo Music Expo. Salut Nyong, Salut, salut, comment allez-vous? ça va et toi? C'est Marc-André, hein. Marc André, Ouais, pour corriger. ok? Ouais. Et moi, j'ai directement commencé avec André, André Nyong, ouais, Marc-André Nyong, on oui. précise. Ça va, Kinshasa? Ça va, hein? On dit Kinshasa la belle, je pense. Oui, Donc, on est là pour le Congo Music Expo. yeah. Et puis, on essaie de rencontrer aussi les acteurs locaux, Mhm, qui font les ICC, qui font la musique ici. mhm. Et puis, quand on peut, on partage aussi la bonne nouvelle comme aujourd'hui. L'évangélisation. C'est important. Ouais, C'est ça qui amène à la formation derrière. exactement. Mhm. Alors, Nyang, pour les personnes qui vous connaissent pas, qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là dans cette première édition de Moi, Congo Music je Expo? suis un passionné de musique avant tout. Mhm, Une personne qui a voulu en faire un métier, mhm, donc qui s'est instruit, mhm, qui s'est professionnalisé. mhm, J'ai été d'abord je sors d'école de commerce mhm, où j'ai étudié la finance et le marketing à Paris, donc rien à voir avec la musique. mhm, Et après, j'ai la chance, parce que c'est difficile de rentrer dans le secteur quand on est sur Paris, ouais, de rentrer chez Beaumayer Musique, oui, donc où j'ai fait mes classes auprès de Philo, oui, et de tous ces artistes, Youssoupha, Que Black, NASA. J'étais oui, chef de projet, ok, j'étais aux éditions, j'étais au marketing et j'ai pris un moment la sous-responsabilité du label. mhm, Donc voilà, et après je suis passé chez Warner ou sur différents postes. Et pour faire court, aujourd'hui, je suis le directeur, de la branche francophone de Warner Music. yeah. Warner, Afrique. Warner Afrique. Voilà, Warner Music Africa francophone. Et s'il faut le dire, c'est la première fois que Warner Afrique francophone met ses pieds à Kinshasa. Ah, c'est une grande première alors que la partie, en tout cas, quelqu'un de l'Afrique, chez Warner, vient à Kinshasa. Donc, ça veut dire que déjà le marché est intéressant. De toute façon, on n'a jamais eu de doute quant à la richesse culturelle, Mhm. musicale, du Congo. Et donc, pour moi, c'était spontané, c'était normal le moment de venir. J'ai eu la chance de venir très tôt via le Congo Music Expo. Donc Oui, voilà, c'est tout à fait un honneur en tout cas d'être là. exactement. Alors, Nyong, on va aller vraiment tout droit au but sur le sujet essentiel. Quel est, selon vous, le principal défi que rencontrent les artistes congolais dans la transition numérique? Les principaux défis, que rencontrent les artistes congolais, c'est la même chose que la plupart des artistes africains subsahariens. Mhm, C'est la structuration de leur écosystème, de leur mhm, secteur. mhm, Mais là, tu parles de transition numérique, donc on oui, parle de passage, oui, d'une innovation à une autre. yeah, Donc là, on parle aussi de accès. Déjà, l'accès déjà au mobile. Donc, il faut avoir aussi un taux de pénétration d'Internet et même la faculté d'acheter des téléphones, mhm, des moyens en tout cas de consommer la musique, n'est pas encore, au niveau où on espère. Donc, la mhm, consommation n'est pas encore, en tout cas, la consommation payante mhm, n'est pas encore au beau fixe. La data aussi, n'est pas encore, je sais pas, l'accessibilité à la data Internet, je parle à ce moment-là, est encore chère mhm, pour certains. Donc, on peut pas streamer mhm, comme on veut toute la journée, tous mhm, les albums qu'on veut. oui, Donc, même si les artistes donnent beaucoup de musique, la population n'est pas toujours en mesure de suivre, oui, sans passer par des voies un peu illicites de piratage, de téléchargement, oui, etc. oui, Et aussi le fait que la formation ne soit pas encore quelque chose, en tout cas la formation dans les domaines de l'activité musicale mhm, et artistique n'est pas quelque chose de normalisé. C'est quelque chose même qui est encore un peu caché, fait que on a des artistes, mais on n'a pas assez de professionnels autour d'eux. Des professionnels qui vont comprendre ce que c'est les innovations, cette transition, numérique là pour pouvoir adapter à leur artiste. Parce qu'on peut pas demander à l'artiste de tout faire. On peut pas lui demander d'être au studio et d'être en même temps celui qui va s'occuper de son marketing, celui qui va s'occuper de ses réseaux sociaux, celui qui va s'occuper de son branding. oui,
Il faut qu'ils sachent s'entourer, mais il faut que les artistes s'entourent des bonnes personnes et il faut que ces personnes-là soient qualifiées et connaissent les enjeux de cette transition numérique. C'est très important. Et par là, tu veux dire que ce qui manque aussi, c'est, oui, l'artiste a la vision, mais de personnes qui l'entourent. C'est important, c'est une équipe. Un label est composé de plusieurs personnes qui aident, accompagnent l'artiste. On parle de graphistes, on parle de juristes même en propriété intellectuelle pour lire les contrats. On parle de personnes qui vont même travailler sur la finance. Comment il y a un business model qui est en place, comment calculer l'argent qui rentre, qui sort. Donc, il faut que l'artiste un peu soit entouré de ça. S'il n'est pas entouré de ça, il va toujours rester dans cet amateurisme-là qui va pas être profitable sur une carrière. Parce qu'une carrière, c'est 10 ans, 15 ans. C'est ce qu'on espère. Les grands ici qu'on peut citer, que ce soit les Kofi, les Fally, sont des personnes qui sont sur des carrières de décennies. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour rester, pour être le prochain Fally? C'est ça la question, en fait, en termes de staff, en termes d'organisation autour de soi. Merci pour cette lumière. Alors, comment Warner Africa accompagne-t-elle le talent en RDC face à la digitalisation de l'industrie musicale? Nous, notre travail déjà, pour savoir, c'est un travail de détection. En tant que label, on doit détecter les artistes, on doit les accompagner, on doit les structurer et on doit trouver des moyens de développer leur catalogue. Ça, c'est déjà le premier travail d'un label. Après, on sait qu'on est sur des marchés qui sont très difficiles parce qu'on n'a pas encore l'écosystème favorable à ça. Donc, nous, notre travail aussi, c'est de pouvoir s'adapter, se connecter aux personnes qui veulent travailler autour des artistes, des labels présents, etc., pour pouvoir trouver un bon business model qui va être adapté et adéquat au marché. Ensuite, on est aussi, et on n'a pas le choix, être dans des discussions. C'est pour ça aujourd'hui, je dois me retrouver à cette conférence pour pouvoir parler, pour pouvoir évangéliser. On a aussi ce travail-là d'évangélisation pour le public, pour les acteurs, pour qu'ils sachent en fait les enjeux qu'il y a. Ça, et derrière, il faut aussi être auprès des institutions, auprès des ministères, pour pouvoir porter la voix de nos artistes auprès de ceux qui font les lois, pour pouvoir mieux réglementer le système. Parce qu'un système qui n'est pas réglementé, un système où personne va savoir ce qu'il fait, ça va être le Far West. Alors que ce sont les réglementations qui protègent les artistes et leurs œuvres. Donc c'est un peu ça les trois niveaux qu'on se donne comme mission un peu sur le territoire. En parlant de la monétisation en ligne, reste un problème en RDC. Quelle solution réaliste voyez-vous à ces sujets? Le problème de la monétisation en Afrique subsaharienne, je dis même pas RDC, je parle de l'Afrique subsaharienne francophone, et un problème qui nous touche tous, qui touche les artistes et toute la filière du secteur, parce que ce sont des revenus qui sont pas rentrés. Donc, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui entache en tout cas le travail, parce que travailler dans la vidéo, et je parle même aussi même des médias qui accompagnent les artistes dans leur promotion, tout le monde ne bénéficie pas de ce travail-là au terme de revenus. Les vues sont là, sont comptabilisées, mais derrière on ne transforme pas. Donc après, je sais pas si je réponds à la question. La question c'était... On parlait de la monétisation. Oui. Et vu que c'est un grand problème, quels sont réellement le problème à ces sujets? Le problème à ce sujet, c'est un problème que tout le monde connaît, c'est que c'est inexistant. C'est inexistant. Après, nous, on se met toujours à disposition sur les tables. De solutions. Ouais, voilà. Les solutions déjà, elles sont pour moi d'abord étatiques. Il faut que ça soit une volonté de l'État de se dire, OK, comment les artistes font de l'argent? Par quels moyens et où ils sont aujourd'hui? On sait que les artistes sont sur le digital. Maintenant, sur le digital, quels sont les problèmes? Les problèmes, c'est qu'ils ne sont pas monétisés. Donc, c'est-à-dire, ces plateformes-là, à un moment, je pense que les États doivent aussi, et les ministères concernés, que ce soit l'économie numérique, la culture, etc., doivent se dire, OK, est-ce qu'on peut s'asseoir à la table de ces plateformes-là pour pouvoir discuter de ce dont ils ont besoin? Parce que je pense qu'elles ont besoin de certaines
choses pour les rassurer, pour pouvoir ouvrir ça. De ce qu'elles ont besoin pour qu'elles puissent ouvrir les vannes et qu'on puisse au moins commencer à monétiser. À ce moment-là, je pense qu'on aura déjà, quand l'État va vraiment prendre ça comme une priorité, ça va vraiment permettre d'ouvrir les discussions. Après, derrière aussi, il faudrait maintenant du coup informer et former le consommateur pour aller consommer sur ces plateformes-là. Parce que si on travaille pour que les plateformes monétisent et que la consommation sur ces plateformes ne suit pas, ça va pas être intéressant pour les DSP. Ouais. Donc il faudra aussi que le consommateur se dise, mon artiste distribue sa musique dans tel endroit, je vais aller écouter là-bas pour qu'il soit rémunéré en bonne et due forme. Ouais. Donc il y a ce côté-là aussi. Et le troisième côté, il va être plus dans les agences, les médias, les personnes qui travaillent avec la publicité. Il faut qu'elles soient prêtes aussi à échanger de la publicité sur ces plateformes-là pour créer le besoin. Parce que la monétisation, pour la plupart du temps, vient de l'échange entre la publicité et la consommation. Travailler son image, le branding. Oui, mais même c'est ça, c'est aussi prendre même des pages publicitaires sur ces choses-là pour pouvoir alimenter les revenus qui vont être redistribués aux artistes. Donc, il est vraiment sur tous les aspects du secteur, que ce soit public et privé. Et je pense que les solutions, elles sont là, puisque d'autres marchés sont monétisés. Le Nigeria est monétisé, le Ghana est monétisé, l'Afrique du Sud est monétisée, tout le Maghreb est monétisé, le Sénégal est monétisé sur certaines plateformes. Donc, ça veut dire que le reste des pays africains peuvent être monétisés assez facilement. Quand on peut faire le miracle. Hein. Bien sûr. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça même. Ouais. Merci beaucoup, Marc-André. Alors, on continue. Le numérique permet une ouverture internationale. Comment les artistes congolais peuvent-ils en tirer pleinement profit? La musique congolaise, moi qui suis de la Côte d'Ivoire, j'ai grandi en écoutant beaucoup de musique congolaise déjà. Du quartier latin, Extra Musica, et Papa Wemba aussi. Exactement. Oui. Donc Wenge, Werason, etc. Donc ce sont des noms qui sont arrivés chez nous. Donc moi j'étais à Abidjan. Donc ce sont des noms qui sont arrivés chez nous. Ce sont des artistes qui venaient faire et qui continuent même de venir faire des concerts en Côte d'Ivoire et qui vont aussi le faire à la diaspora. Exactement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui existait déjà même avant les réseaux sociaux. Le fait que les artistes congolais aient une musique qui s'exporte, ce n'est pas nouveau. Maintenant, aujourd'hui, avec le digital, tout le monde a accès à la musique du monde. Avant, on te donnait des cassettes, des CD, on achetait, c'était voilà, les cassettes des concerts qui circulaient, et puis voilà, on pouvait regarder ça chez soi. Mais aujourd'hui, à l'instant même, on peut chanter et faire diffuser sa musique. Donc, pour pouvoir exporter sa musique, moi, le conseil que je donne, c'est avoir l'authenticité déjà et trouver la musique qui parle au monde entier. C'est le plus important. C'est-à-dire, une fois que la musique est créée, va parler au monde entier, avec les codes, avec les valeurs congolaises, certes, mais avec une dynamique mondiale, il y aura plus de propension à écouter la musique, à exporter en tout cas sa musique. Parce que comment aujourd'hui le Brésil ou le Mexique ou le Japon écoutent la musique congolaise? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Comment même elle aperçoit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir toucher un Mexicain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir toucher un Brésilien, qui est en Amérique latine? Parce que nous, on a eu, je pense que tout le monde connaît Despacito. Je cite souvent cet exemple. Parce qu'on parle des fois de langue, mais je pense pas que le monde entier parlait espagnol quand Despacito était sorti. Mais ça a eu une envergure mondiale. Ça veut dire que la musique, la musicalité a plu aux gens en dehors même du pays de base. Donc, qu'est-ce que le chanteur, l'artiste congolais fait comme musique aujourd'hui pour toucher le monde? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Très bonne réponse. En tout cas, Marc-André, infiniment merci pour cette lumière. Je pense que tous les amis, tous ces gens et les amoureux de la musique, tous ces gens qui aiment investir dans la musique,
ils ont quand même compris que c'est pas facile, mais il suffit d'avoir de bonnes bases, de bien réfléchir, bien s'entourer. Et je pense que on peut faire des miracles. Bien sûr, pour finir là, Oui, faut pas oublier que c'est un marathon. oui. Et comme on dit, la carrière, c'est sur 10, 15 ans. Mhm, Il faut tenter beaucoup de choses. Il faut pas chercher la gratification très immédiate. mhm. Il faut produire des albums, il faut produire des singles. Il faut vraiment développer sa fanbase mondiale. Et ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps. Donc, il faut être aussi patient, résilient et surtout faire de la bonne musique. C'est ce qui est le plus important. Les amis, apprenez à respecter les processus. Très important. Quel rôle le plateforme locale et les initiatives africaines peuvent-elles jouer dans la valorisation des artistes congolais? Les plateformes locales sont la première vitrine des artistes congolais. Je pense que toutes les plateformes locales, on parle de médias, on parle de même de pages, hein, les pages qui relaient l'actualité sur les réseaux sociaux, etc., sont des vitrines des artistes. Bon, après, il y a des pages de buzz, il y a des pages de ceux qui vont raconter la vie privée des artistes. Il y a de tout aujourd'hui. Mais il faudrait que déjà que ça s'associe. Je pense que si on veut être gros et on va avoir du poids, c'est de ne pas rester chacun de son côté. Il faut aussi s'associer. Tu es média, tu es fort dans telle audience. Viens, on s'associe parce que moi, j'ai cette audience-là, pouvoir faire quelque chose de plus gros que quand les artistes vont venir, ils vont venir pour nous deux et ça va être très valorisant pour nous parce qu'on va peut-être avoir des tarifications plus importantes et pour lui aussi parce qu'on aura une plus grosse audience. Donc pour moi, il y a l'association qui est important à faire et il y a aussi le choix de la ligne éditoriale. Les plateformes aujourd'hui avec les médias doivent savoir comment porter les artistes et aussi choisir les artistes en fonction de ce qu'il y a. Si on sait qu'on est dans un média de niche qui va toucher des artistes qui font pas, par exemple, la musique populaire, qu'on reste dedans et qu'on développe. Parce que je discutais hier avec le directeur du centre culturel. Il me disait qu'il y avait une importante, en tout cas une intéressante niche reggae Oui. au Congo. Mhm. Et moi, j'avais jamais entendu de reggae congolais. Mhm. Donc, ça m'a tout de suite intéressé. Mais est-ce qu'il y a un média aujourd'hui qui traite spécifiquement du reggae au Congo? Il y a pas. C'est ça la question. Ça, c'est Pourtant, vrai. il y a des artistes qui sont là, Ouais. qui font ça. Pourtant, il y a des artistes qui font du jazz, qui font de la musique assez nichée, que ce soit en lingala ou dans d'autres langues. Mais est-ce qu'il y a des médias qui les portent? Parce que si tous les médias qui sortent sont des médias qui s'intéressent que à la musique populaire, il y aura un embouteillage là-bas. Alors qu'il y a d'autres types de musique De musique. qui peuvent grandir avec ces médias-là Mhm. et même se développer autour d'elles. Donc pour moi, c'est un peu ça, la vision qu'il faut avoir. Être sur tous les marchés, tout type de musique et aussi s'associer pour être encore plus gros, être une force intéressante pour les artistes, pour les aider à même avoir une meilleure image. Et selon vous, Marc-André, on est pratiquement aussi à la fin. Je pense que derrière la caméra, on a eu à souligner ces points, moi et vous, à mettre reprise. Sûr. Selon vous, il y a la plupart des artistes congolais n'arrivent pas à trouver de vrais bookings à l'extérieur du pays. Je parle pas de la France, je parle pas des USA ou notamment Belgique et tout, mais je vois un peu nos amis africains, je vois l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Sénégal. Qu'est-ce qui fait que on a du mal à franchir de mire et passer à d'autres horizons? Ah, je vais pas être dans quelque chose de trop vague parce que je pense que quand on pose des questions, on attend des réponses précises Hum, et ce n'est pas forcément un secteur que je maîtrise, en tout cas dont je maîtrise les enjeux. hum, Le booking est quelque chose de très précis avec ses caractéristiques, mais je pense dans mon analyse d'observateur que pour moi il y a un souci de professionnalisation. Qui sont les vrais bookers? Qui sont les bookers professionnels licenciés qui ont un track record de booking? Est-ce que ces personnes-là opèrent réellement? Ou on peut se lever aujourd'hui et devenir booker parce qu'on a beaucoup d'argent sur soi, ou on a un réseau. Le booking est un travail aussi, qui demande une certaine formation, qui demande un certain professionnalisme. Donc, peut-être que pour moi,
et je le dis encore de manière avec du recul, c'est la professionnalisation de ce secteur-là. Est-ce que les bookers savent comment même travailler, comment participer au développement de l'artiste à travers le live, comment trouver les bonnes salles au bon moment et construire, ne pas forcément chercher l'international parce que le titre commence à marcher, mais aller crescendo sur des dates africaines autour du pays, sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces choses-là, je pense, qui sont intéressantes à voir, mais surtout, je pense qu'il faut être sur la professionnalisation de tous les acteurs. Et je pense que si tous les acteurs sont professionnalisés, ça devrait être quelque chose qui va passer. Ouais. Merci beaucoup Marc-André Nyang. Moi qui Merci vous pour remercie. cette lumière. Merci Donc, beaucoup. on était à la fin de cet entretien. Vous êtes là à Kinshasa pour quelques jours encore. On vous souhaite déjà bon séjour à Kinshasa. Merci. Et on croise le dent. On espère qu'on va vous voir prochainement. Bon, en tout cas, merci pour l'accueil et puis un bon vent aux médias. Merci beaucoup, Marc. Po!